Super, on peut du coup commencer. Et j'étais justement en train de vous accueillir et de vous dire bonjour pour ce premier webinaire que l'on organise PQNA, donc Pays Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et UBIC. Un premier webinaire sur l'inclusion numérique portant plus particulièrement sur la thématique des facteurs clés de réussite d'une démarche territoriale d'inclusion numérique. Je suis Laurine Brun, chargée de mission à Pays Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et référente sur l'inclusion numérique. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Clément Dulude, qui est directeur du développement de UBIC. Bonjour Clément. Bonjour Laurine, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit problème technique. Et avant justement de commencer, pour que tout continue à bien se dérouler, en tout cas mieux que ça a commencé, je vais vous donner quelques règles. Donc, vous ne pourrez pas intervenir à l'oral. Vous avez la possibilité d'intervenir donc sur le chat, où il y a deux espaces, un espace chat pour vos commentaires, pour nous dire s'il y a plus de son, plus d'image par exemple. Et sinon aussi un espace questions, et notamment où vous pourrez poser vos questions tout au long de la conférence aux intervenants. Et donc, ils les verront en direct et on se fera fort de relayer ces questions. Tout à fait. Merci Clément pour cette petite précision technique. On va commencer par vous présenter très brièvement nos deux structures, parce que tout le monde ne peut même pas connaître Pays Quartiers Nouvelle-Aquitaine et UBIC. Donc PQNA, c'est le centre de ressources sur le développement territorial à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et notre mission, c'est d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques par la mise en réseau d'acteurs, la capitalisation d'expériences, l'échange de pratiques et un travail d'analyse. Clément, je te laisse présenter UBIC. Bien sûr, UBIC, donc c'est le hub territorial pour un numérique inclusif en Nouvelle-Aquitaine. Derrière ce mot un petit peu barbare se cache en fait un autre centre de ressources, celui-ci dédié aux questions d'inclusion numérique. Et donc, on a, nous, de notre côté, trois missions. On fait de l'animation territoriale, de l'accompagnement de projets, avec notamment notre partenaire ATIS, l'association Territoire et Innovation Sociale. Et enfin, nous travaillons également sur la formation professionnelle, et donc ce, auprès de toute une galaxie d'acteurs dont vous faites partie, d'acteurs et d'actrices dont vous faites partie, donc des entreprises, des collectivités, des acteurs sociaux, des associations, des tiers-lieux. Voilà, on essaie un petit peu de connecter tout ce monde-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites internet UBIC et Pays Quartiers Nouvelle-Aquitaine, notamment sur notre page consacrée à l'inclusion numérique, où vous retrouverez toutes les ressources que l'on vous met à disposition. Donc, pour commencer, aujourd'hui, Laurine, on se retrouve justement sur ce premier webinaire donc UBIC avec PQNA sur le sujet des facteurs clés de succès d'une démarche d'inclusion numérique. Il s'agit en fait, au cours de ce webinaire, donc, de commencer déjà de poser les bases, de poser une certaine définition de ce que c'est l'inclusion numérique, et ensuite d'accueillir donc deux témoins qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, avec en nous donnant des exemples, en dégageant ces facteurs clés de réussite. Et donc l'objectif, c'est justement vous donner à comprendre, vous donner à voir, et aussi vous inspirer pour mener cette démarche sur votre propre territoire. Laurine, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément ce qui nous attend aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, le programme de ce matin, c'est tout d'abord Pierre Mazet, un chercheur en sciences sociales spécialiste des usages numériques, et qui nous fera le plaisir de nous faire une petite conférence introductive pour présenter les différents enjeux liés à l'inclusion numérique. Ensuite, nous nous installerons autour d'une table ronde où nous accueillerons Florent Gallardo, qui est chargé de mission sur la mise en œuvre des politiques d'insertion au Conseil départemental de Charente, ainsi que Hubert Coupé, qui est élu communautaire délégué au numérique de la communauté de communes des Vals-de-Saintonge, donc située en Charente-Maritime. Il est également vice-président de Soluris, donc c'est un organisme qui accompagne les collectivités territoriales vers des solutions numériques. Et donc Pierre Mazet se joindra également à nous pour apporter son regard sur nos échanges. Voilà, maintenant que vous savez tout sur ce qui nous attend jusqu'à 11h30 environ, je vous propose d'accueillir tout de suite Pierre Mazet parmi nous. Bienvenue. Merci, on vous en prie. Bonjour Laurine, bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Pierre, donc vous êtes chercheur en sciences sociales, spécialiste des usages numériques, des questions aussi d'accès au droit. Vous travaillez sur des projets comme le Lab Access, dont vous nous parlerez certainement aujourd'hui. Donc vous avez pu avoir un regard sur de nombreux
terrain d'expérimentation je pense que vous êtes au fait de la littérature académique sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir nous expliquer, voilà, afin que nous et ainsi que les spectateurs puissent y voir un petit peu plus clair, les fondamentaux, les enjeux de l'inclusion numérique, voilà ce que vous y voyez aujourd'hui. Et donc, tout de suite, on va vous laisser la parole avec Laurine pour cette conférence introductive. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez pas trop loin. Bonjour à tous. Du coup, il y a le script en dessous. Là. Okay. Merci à PQNA et Ubique pour l'invitation. Et puis pour le challenge de faire une présentation en 15-20 minutes des enjeux de l'inclusion numérique. Merci. Du coup, Christophe, peut-être on va y aller parce qu'on n'a pas énormément de temps. Ça suppose d'aller assez rapidement, en l'occurrence 20 minutes. Du coup, j'ai fait des choix et un peu des partis pris, mais revenir sur des éléments de définition, un peu d'actualité d'inclusion numérique au niveau national, parce que c'est pour le coup un paramètre très important assez récemment avec le plan de relance, les enjeux de l'inclusion numérique et puis la question des stratégies au niveau territorial qu'on peut mettre en œuvre. Pas de solution magique sur les facteurs clés de réussite. Je pense que les retours de terrain seront beaucoup plus instructifs que ce qu'on peut dire à partir d'enjeux de recherche et autres. Il n'y a pas plus sur les questions d'inclusion numérique que sur le reste. Il y a rarement des formules magiques. En revanche, des points de vigilance et puis des choses à avoir en tête sur des pas à pas pour mettre en place des choses, ça, on peut effectivement en faire état. Alors d'abord sur les questions de définition, inégalité numérique, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Ça me semblait important, avant de parler d'inclusion numérique, de revenir un petit peu sur cette notion de fracture numérique dont on entend souvent parler, qui est souvent nommée telle, alors que dans la recherche, pour le coup, ça fait longtemps qu'on parle plutôt d'inégalité numérique, d'où cette manière de décalage. Important aussi parce que pour le coup, c'est des choses qui évoluent, non seulement les dénominations, mais les réalités qu'elles traduisent. Historiquement, le premier niveau, enfin on parle de degré de fracture numérique, celui qui a été identifié en premier, c'était vraiment une dimension matérielle sur les équipements et la connexion. Le fait que les gens n'avaient ou pas de connexion ou pas de matériel pour se connecter ou qu'il n'y avait pas de réseau. C'est la thématique des zones blanches qui revient très souvent et dont on a vu pour le coup, d'où intérêt de revenir un peu à ça, que du fait de la crise Covid et notamment de l'éducation à domicile, on va dire, de la nécessité de continuer à suivre des cours à distance, on a vu réapparaître cette question des inégalités numériques en termes d'équipement. Parce que le nombre d'équipements qui étaient à domicile et la qualité des connexions pouvait poser problème à un certain nombre de familles, et en particulier, comme souvent, des familles plutôt précarisées. Avoir un smartphone pour soi quand on a 14 ans, c'est bien. Quand il s'agit de suivre sur Pronote ou l'ANT, en l'occurrence les cours à distance, ça marche plus, et il n'y a pas nécessairement à la maison un ordinateur. Les taux d'équipement sont assez variés. Du coup, c'est une chose à avoir en tête. Il y a des choses qu'on peut faire avec certains équipements et d'autres qu'on ne peut pas faire. Du coup, être équipé ne suffit pas à ne pas être en état de fracture numérique du point de vue du matériel. Le deuxième degré qui a été beaucoup travaillé par la recherche est celui des usages. L'idée, c'est que c'est pas parce qu'on est connecté et équipé qu'on a les mêmes usages, que tout le monde a les usages et que les usages ne sont pas différenciés. On peut avoir très peu d'usages, en l'occurrence, on peut être équipé et connecté et avoir très peu d'usages. C'est des choses qu'on voit assez souvent, pour le coup, chez les personnes âgées, notamment avec le phénomène tablette. Et puis, ces usages peuvent être plus ou moins différenciés dans ce qu'on fait avec des outils numériques. Et la deuxième dimension qui est très importante et voire même intéressante à travailler, c'est la notion un peu d'intensité. Le mythe des digital divide, donc des populations jeunes qui sont nées dans le numérique et qui savent tout faire avec, a quand même un peu vécu, et on sait maintenant quand même assez clairement que les jeunes ont beaucoup de certains usages et très peu d'autres. Et pour le coup, quand on parle de compétences numériques ou d'inégalités dans les usages numériques, on se rend compte qu'on peut avoir des usages quotidiens très très fréquents, voire quasi permanents, ce qui peut poser problème ou inquiéter. Mais par contre, pas du tout savoir faire d'autres choses avec des outils numériques diversifiés en plus. Le troisième degré sur lequel je voulais un peu insister et que je voulais mentionner, qui n'est pas du tout, lui, présent dans la littérature internationale ou autre, où il renvoie à autre chose, mais qui avait été publicisé, enfin sorti un peu par le Livre blanc contre l'électronisme, qui était une étude avec un peu une enquête statistique qui avait été commandée par le syndicat de la presse sociale et que je trouvais intéressant, notamment à un niveau territorial, et je suis sûr qu'on en parlera tout à l'heure dans la table ronde.
c'est l'inégalité d'accès à un accompagnement humain pour apprendre le numérique. Ça permet aussi de se décaler du seul regard sur l'individu dans son rapport à des outils numériques et de le mettre dans une situation, dans un écosystème, comme on dit un peu, dans un environnement où il a ou pas accès à de l'aide pour aller vers des outils numériques. On en parlera sans doute avec les dispositifs conseillers numériques et puis d'autres. De fait, au niveau territorial, il y a des inégalités extrêmement fortes de ce point de vue-là, selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain très dense, dans les possibilités de se faire accompagner pour avoir des usages numériques quels qu'ils soient. Sur les questions d'inclusion, pour le coup maintenant, j'ai un peu caricaturé volontairement la question de la définition de l'inclusion numérique, parce que pour le coup, elle n'est absolument pas stabilisée. Elle navigue plutôt, on va dire maintenant depuis 3-4 ans, entre deux pôles principaux. Il y a un aspect qui comprend l'inclusion numérique comme la lutte contre l'exclusion par le numérique ou l'exclusion numérique. Point de précision ici, il y a très peu de personnes qui s'auto-excluent du numérique. C'est-à-dire que des gens qui sont auto-exclus du numérique, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas utiliser des outils numériques, ils existent. Parfois, ils ont été utilisateurs ou pas, c'est ce qu'on appelle des abandonnistes. Et ils sont à peu près identifiables, mais ils représentent une portion assez faible, en l'occurrence de la population, qui choisissent de ne pas aller, de ne pas utiliser des outils numériques d'une manière générale. La plupart sont exclus par des processus qui rendent le numérique obligatoire, et ils se retrouvent en état d'exclusion numérique. Quand on parle d'exclusion, ça renvoie forcément à un processus. Il y a des processus d'auto-exclusion, mais comme je l'ai dit, ils sont quand même assez limités. En revanche, il y a certaines choses qui rendent obligatoire le fait d'utiliser les outils numériques. Et de ce point de vue, la dématérialisation des services publics qui a été engagée il y a maintenant 4-5 ans de manière assez massive a conduit certains publics à être exclus de leur accès aux droits par le numérique. Juste un petit point là-dessus, les publics dont on repère, et ça toutes les enquêtes statistiques le confirment, qu'ils ont moins de chances d'être connectés que les autres, c'est traditionnellement les personnes âgées, avec un point de chute qui se déplace maintenant dans le temps. On était plus à plus de 65-70 ans il y a une dizaine d'années. On voit que maintenant ça se déplace, on est plutôt à plus de 75 ans. C'est le moment où réellement il y a une chute. Les populations précaires sont moins connectées que les autres au regard du niveau de ressources. Les personnes peu diplômées sont aussi moins connectées. Et du coup, on se rend compte que dans la mesure où la dématérialisation des services publics va grandissante, ces publics qui sont moins connectés que les autres se retrouvent davantage exclus par la dématérialisation. C'est un pôle dont on pourrait remarquer, pour le coup, la lutte contre l'exclusion par le numérique en raison de la dématérialisation. Elle centralise aujourd'hui l'essentiel des attentions des dispositifs de lutte contre l'inclusion numérique. On y reviendra sans doute dans la table ronde. L'autre pôle, qui est celui plus historique, on va dire, de la médiation numérique, c'est l'inclusion numérique un peu positive. Elle consiste au moins, il y a deux dimensions, on pourrait dire. La première, c'est la montée en compétences numériques, où là, on parle déjà de compétences numériques qu'il faut identifier, et où on viserait plutôt une montée en compétences numériques de l'ensemble de la population, notamment pour ce que l'État nomme maintenant le numérique du quotidien, mais éventuellement plus. On n'est pas du tout, du coup, sur les mêmes publics et les mêmes enjeux. Et l'autre dimension, qui est un peu la dimension de la définition traditionnelle et qui fait date, qui est celle du Conseil national du numérique, dans un rapport publié en 2013, c'est la dimension émancipatrice et d'encapacitation du numérique. Le fait que aujourd'hui, dans une société qui très clairement est devenue numérique, être inclus numériquement, ça veut dire être un citoyen actif, critique, autonome, non seulement dans ses usages, mais dans les choix qu'il fait des outils technologiques qu'il utilise et pourquoi. Ça renvoie à de la citoyenneté numérique. C'est des choses qui très clairement vont... c'est une thématique qui va se développer au regard de ce qu'on appelle la démocratie numérique haute, c'est-à-dire le fait que la participation à des dispositifs publics va de plus en plus se faire par des voies numériques. Cette dimension émancipatoire et autre, elle est très fermement affirmée par un certain nombre d'acteurs. Elle est plus difficile à mettre en œuvre pratiquement, on le verra dans les dispositifs. En termes d'actualité, parce que ça me semblait important d'en faire état, ne connaissant pas le degré de connaissance de l'actualité de tous ceux qui sont présents en ligne. De fait, du fait du Covid et du plan de relance qui a été en l'occurrence lancé par l'État,
il y a énormément de financement et de dispositifs publics de dimension nationale pour travailler et lutter et mettre en place des stratégies pour l'inclusion numérique. Donc j'en fais état ici rapidement. Le principal pour ce qui nous concerne, c'est quand même le financement de 4000 conseillers numériques sur l'ensemble du territoire national. On verra que les collègues des territoires ont justement ont candidaté pour avoir des conseillers numériques. Il y a 3 objectifs pour ces conseillers numériques-là qu'il m'a semblé important de mentionner. Soutenir les Français du coup dans les usages du quotidien, c'est vraiment ça, cette dimension de la quotidienneté des usages numériques, dont on voit que de fait, elle va là aussi les outils numériques et le numérique et la nécessité de se connecter renvoie à de plus en plus de sphères et de pratiques sociales très différenciées. Il y a un aspect qui est plus de citoyenneté un peu critique, parce que les usages citoyens et critiques sur le rapport à l'information, à la protection des données, en l'occurrence à tout ce qui peut se dérouler sur les réseaux sociaux et ce qui s'y joue, où là on est plus dans ce qu'on a vu tout à l'heure, la dimension un peu émancipatrice et citoyenneté critique là-dessus. Et puis il y a ce troisième aspect de l'autonomie administrative, si on veut, qui renvoie aussi à l'autonomie administrative tout court. Qui est l'un alors qui est placé en troisième position, mais qui est sans doute l'endroit où il y a le plus de besoins et le plus de demandes en provenance des territoires et des usagers. L'autre aspect de ce plan de relance, c'est qu'il y a eu des enveloppes financières assez conséquentes au niveau local, en l'occurrence vers les préfectures, dans le cadre du plan de relance, avec les possibilités pour les territoires de se saisir d'un certain nombre de financements, en plus de l'appel à manifestation d'intérêt des conseillers numériques. Il y a des outils nationaux qui existent, on verra s'ils sont mentionnés par les collègues des territoires, qui existent depuis déjà un certain temps. Alors, le PASS, on est bien placé ici, puisque c'est Ubique et donc Aptic qui a conçu et développé le PASS numérique. Des espaces France Service qui sont aussi en l'occurrence financés par l'État. Il y a Pix qui est un outil d'évaluation dont une version débutant est sortie ou bientôt. Il y a l'outil Aidant Connect qui permet, voilà, il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés et incubés au niveau national et qui permettent de mettre en place, qui sont des outils sur lesquels s'appuyer pour mettre en place des stratégies territoriales. Et puis il y a, au niveau de l'animation de réseau, on pourrait dire un peu le déploiement d'un certain nombre de dispositifs territoriaux, les hubs. Ubique en est un exemple, mais il y en a 8 sur le territoire national, et puis il y a une deuxième vague qui est lancée. Clément, si je dis une bêtise, tu me diras. Il y a les TANI aussi, les territoires, c'est quoi les territoires d'action pour un numérique inclusif. Il y a des fabriques de territoires. Voilà. Il y a ce rôle quand même d'impulsion et d'initiation par l'État, par le biais de financement ou de dispositifs d'animation pour aider la structuration de stratégies locales d'inclusion numérique. Si on regarde maintenant un peu les enjeux, où là on rentre un peu, j'ai pas fait les enjeux très théoriques ou très surplombants, mais vraiment les enjeux quand on veut s'attaquer à la question de l'inclusion numérique. Par quoi il faut passer, par quel type de questionnement il faut passer d'abord, on va dire. La première chose qui peut sembler évidente, mais qui en fait l'est rarement, c'est qu'est-ce qu'on vise quand on veut mettre en place une stratégie d'inclusion numérique, c'est quoi les objectifs qu'on vise. C'est pas du tout exclusif, je l'ai mis sous forme de question un peu en opposition, mais c'est parce qu'on revient un peu à ce que je disais sur les deux pôles. Mettre en place, si l'objectif c'est de favoriser la montée en compétences numériques ou accompagner les gens dans les démarches administratives, c'est pas du tout la même chose. On mobilise pas les mêmes acteurs, on s'appuie pas sur les mêmes acteurs, on n'intervient pas dans les mêmes lieux. Selon qu'on veut développer des capacités numériques, et du coup il s'agit de savoir quel type de capacité on veut développer, ou lever des freins pour certaines personnes qui ont des difficultés dans les démarches administratives. Autrement dit, dans les objectifs à fixer, il y a un endroit où il faut savoir où on est entre lutter contre l'exclusion numérique et lutter pour l'inclusion numérique, sachant qu'on peut tout à fait avoir quelque chose, un périmètre assez large qui permet de faire les deux, mais en l'occurrence, se poser la question est nécessaire pour savoir quelle modalité d'action on met en place derrière. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est la définition des publics. En fait. À qui on s'adresse, qui est-ce qu'on vise? Alors c'est assez corrélé avec les objectifs, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec quel public, où et comment? Ça peut vous paraître aller de soi, mais c'est souvent des choses qui se posent une fois qu'on a fait tout le reste. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on s'est dit qu'on voulait intervenir sur cette question-là au niveau territorial, il y a des tas d'implicites qui ne sont pas levés et on se pose à la fin la question de où est-ce qu'on va mettre en place un accompagnement
Or, les lieux où on met en place un accompagnement sont absolument déterminants des publics qui y viennent. Donc, se poser la question des publics, c'est vraiment qui sont les publics qui sont concernés par la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, sachant que les publics concernés par l'inclusion numérique, personne n'est capable de les définir très strictement. Je ne vous ai pas mis de statistiques parce que ça aurait été trop compliqué de les déplier de manière précise pour savoir ce qu'elles disent. Mais si on regarde la dernière enquête de l'INSEE qui était avant Covid, donc en 2019, il y a 80% de la population française qui n'a pas toutes les compétences numériques qu'on peut identifier, en l'occurrence, qui ne sont pas que des compétences numériques de base. Si on veut avoir une montée en compétences numériques de l'ensemble de la population, il faut se dire qu'on a 80% de la population française qu'il faut mettre derrière un ordinateur et d'autres outils numériquement. Donc c'est important de pouvoir définir quel public on vise pour mettre en place dans ce qu'on veut mettre en place. Je fais un petit point précis sur la question du numérique administratif parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même le pôle qui attire beaucoup les modalités d'intervention. L'e-administration, c'est un champ extrêmement spécifique du numérique, en l'occurrence. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec des tas d'outils numériques et qui ne sont pas à l'aise avec les démarches en ligne parce que ce sont des démarches administratives. Le numérique administratif est un numérique complètement à part. Il est réglé, normé par des processus administratifs. Il renvoie à la relation qu'on a à des administrations qui ne sont pas celles qu'on a par rapport au Bon Coin ou quand on utilise un outil numérique pour converser avec sa famille. Autrement dit, il y a vraiment une spécificité de ce numérique-là. Et il ne faut pas penser que parce qu'on n'est pas à l'aise avec le numérique administratif, on n'est pas à l'aise avec le numérique. Voilà. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec l'administratif quand il est matérialisé et qui ne le sont pas quand il est numérisé. Du coup, il est vraiment important d'avoir ça en tête quand on parle d'inclusion numérique en fonction des publics qu'on vise, de ne pas tout centrer sur le numérique administratif qui a beaucoup de spécificités et qui demande une technicité certaine aussi bien pour les usagers que pour les personnes qui accompagnent. Un médiateur numérique normal, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire grand-chose, il n'a pas dans sa formation et dans les compétences qu'il a connaissance des sites de la CAF, de la NTS ou autres qui sont extrêmement administratifs. Donc il y a des exigences techniques qui sont liées à ce numérique-là. Dernier aspect absolument central, et je suis très curieux de voir ce que les collègues des territoires nous en diront. Il ne faut pas prendre pour acquis que les personnes ont envie de se former au numérique. Toutes les enquêtes qu'on mène sur le terrain montrent plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il est parfois extrêmement difficile de motiver et de mobiliser les publics pour y aller, et ce, encore plus à partir des démarches administratives, qui sont a priori un croche-patte très sérieux dans un processus d'apprentissage et d'appropriation positive du numérique. C'est pas le site de la déclaration des impôts qui donne envie de sa propriété numérique quand on n'en a pas beaucoup l'usage. C'est quelque chose qui demande du temps et qui peut représenter un investissement cognitif en termes d'apprentissage extrêmement important pour les personnes qui en sont éloignées. Ces exigences-là, elles signifient que pour accompagner, il faut aussi beaucoup de moyens, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça sur un coin de table en 2 fois 15 minutes. C'est pas parce qu'on des administrations mettent en place des accompagnements ou des ateliers pour faire des démarches en ligne à certains moments, qu'elles vont pouvoir engager les gens dans un processus d'appropriation positive des outils numériques. Ça ne marche pas comme ça. Le one-shot ne marche pas avec les personnes éloignées. Et du coup, il faut du temps, il faut des espaces appropriés, il faut du matériel, il faut des personnes qui ont le temps d'accompagner réellement vers le numérique les personnes. Et puis, il y a l'autre question, si on parle d'inclusion numérique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas envie d'apprendre? Est-ce qu'on les laisse en dehors? Est-ce qu'on fait à leur place, et c'est quelque chose qui est validé et acquis? Selon moi, pour que les personnes qui ne veulent pas apprendre soient incluses numériquement, il faut, en l'occurrence, accepter que des personnes vont faire à leur place pour ne pas être exclues par le numérique, et en l'occurrence, les processus de dématérialisation. Et pour finir sur les enjeux des points de vigilance, et je vais revenir un peu, enfin ça va faire un peu en rebond des choses que j'ai dites avant, et il y a des tas d'aspects qui vont être largement, je pense, développés par les collègues des territoires. Il y a un enjeu de sensibilisation et ce qu'on appelle d'enrôlement en sociologie ou en sciences politiques au local qui est très important sur ces questions-là. Comme le disait Laurine, le Covid a donné un coup d'accélérateur très manifeste sur la prise de conscience de notre dépendance aux outils numériques et de ce qui se faisait à distance. De fait, quand on regarde sur les territoires, la présence d'un élu porteur est toujours un facilitateur. Et pour ça, et comme pour le reste, c'est beaucoup plus difficile de faire sans. Donc, si on peut faire avec, c'est mieux. Du coup, il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation extrêmement important des élus et aussi des cadres administratifs quand ce n'est pas le cas.
Les questions de mesure et de repérage et de détection sont aussi des choses qui reviennent systématiquement dès lors qu'on veut lancer une stratégie au local. De quoi on parle? Voilà. Mesurer, c'est pas la même chose que repérer et détecter. Des outils de mesure, on en a un certain nombre, ils sont plus ou moins performants, on pourrait dire. Le repérage et la détection sont aussi des éléments importants. C'est qu'une fois qu'on sait que sur un territoire donné, grosso modo, il y a tant de personnes qui auraient besoin d'accompagnement, comment on fait pour les identifier? Comment on fait pour aller vers elles? Comment on fait pour les repérer et les détecter? C'est-à-dire construire une offre et arriver à les toucher. Alors, comme je l'ai beaucoup dit, la facilitation de l'accès aux droits, une démarche vraiment très positive vers l'inclusion numérique ou l'autonomie numérique absolue, ça renvoie vraiment à des objectifs, des programmes, des acteurs très différenciés. Ne pas penser que tout est dans tout, et il faut bien penser les chaînes de personnes. Et puis le dernier aspect, mais ça, voilà, on va, je pense, pendant la table ronde, beaucoup l'aborder. Il y a un aspect indispensable pour le coup et qui n'est pas très au numérique en tant que tel, mais quand on veut lancer une stratégie au niveau territorial, c'est qu'il faut savoir qui fait quoi et où. Voilà. Rassembler les acteurs. Il y a deux mondes en même qui seraient un peu pour le coup sur le même format que les deux pôles. Il y a grosso modo le monde de l'action sociale qui accompagne les personnes qui ont besoin, en l'occurrence, d'être aidées dans des démarches administratives souvent. Et puis il y a le monde un peu informe qui renvoie à des tas de segments assez différenciés de la médiation numérique. C'est des mondes qui se connaissaient très peu. On voit que tous les outils nationaux ont permis, le PASS notamment et d'autres, de mettre les acteurs autour de la table, autour de la question de l'inclusion numérique, donc de se poser la question de où sont ces acteurs un petit peu différenciés. Mais il y a toujours besoin d'une coordination d'ensemble des acteurs et puis de l'identification d'un chef de file qui généralement facilite. C'était des choses où jusqu'à l'année dernière, tout le monde, les acteurs, souvent au niveau territorial, étaient convaincus qu'il fallait faire quelque chose en matière d'inclusion numérique, mais personne ne voulait sortir du rang pour le prendre en charge. Il y a eu pas mal d'outils, et peut-être que les dispositifs des conseillers numériques vont favoriser ça, pour qu'il y ait une coordination au niveau territorial et dans la perspective d'une mise en capacitation des habitants sur le territoire. Je sens Laurine et Clément qui arrivent, donc ça veut dire que je vais en rester là pour l'instant. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre pour ces différents éclairages. Mon masque c'est plus sympathique. Je vous propose qu'on accueille nos deux témoins sur le plateau. Je vous invite à venir vous asseoir. Du coup, nous accueillons aujourd'hui pour appeler donc Florent Gallardo, qui est chargé de mission sur la mise en œuvre des politiques d'insertion au sein du Conseil départemental de Charente, ainsi que Hubert Coupé, qui est élu communautaire délégué au numérique de la communauté de communes des Vals de Saintonge, située en Charente-Maritime, et vice-président de Soluris. J'ai tout dit, comme il fallait. Du coup, je me tourne vers vous, Hubert. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire un petit portrait de votre territoire vis-à-vis du numérique et nous expliquer un peu par quel constat vous avez démarré votre démarche d'inclusion numérique, les éléments un peu décisifs? Donc moi, je représente en fait j'ai trois casquettes. Une casquette d'élu local, le maire de ma commune, de fait délégué conseiller communautaire et délégué au numérique. Donc la nouvelle gouvernance qui s'est mise en place pour les élections au mois d'août l'année dernière. Après quelques discussions, on a jugé que le numérique était quelque chose où il fallait aller. C'était un constat implicite, et qui dit aller dans le numérique dit donner la chance aux gens de pouvoir l'utiliser. Donc j'ai pris la délégation du numérique pour les Vals de Saintonge, et une chose en emmenant une autre, je me suis retrouvé dans le syndicat d'informatique de Charente-Maritime qui, elle, couvre à peu près 620 communes, principalement en Charente-Maritime et quelques-unes en Deux-Sèvres. Et donc je suis particulièrement chargé de l'inclusion numérique, qui est aussi un des axes de développement du syndicat d'informatique, Soluris, suite à un séminaire qui s'est déroulé en début de mandat, où l'inclusion numérique et la cybersécurité ont paru les deux sujets les plus importants aux membres du bureau de Soluris. Et donc nous avons commencé à engager des actions pour pouvoir proposer des choses aux élus. Et la communauté de communes, elle, commence aussi à proposer des choses au niveau du territoire, qui, elle, représente à peu près 110 communes et pas loin de 53 ou 55 000 habitants. Ça représente en fait énormément de gens. Un milieu très rural,
le besoin en inclusion numérique se fait fortement sentir. Jusqu'à présent, rien n'était fait et c'est un sujet qui est devenu vraiment chaud et important pour l'instant. Voilà. D'accord. Et du coup, si on poursuit un petit peu, comment ça se traduit en termes de plan d'action? Quelles sont les actions que vous avez pu mettre en œuvre d'ores et déjà? Donc on a mis en place 2 actions différentes. Donc pour la communauté de communes, nous avons actuellement 4 maisons France Service sur le territoire, dont 2 portées par la communauté de communes et 2 portées par un autre opérateur qui est la Poste, pour aider donc ce qu'on parlait sur l'e-administration principalement. Donc c'est plutôt sur l'aider à faire. Et nous allons maintenant sur 2 conseillers numériques qui sont en recrutement, qui devraient être votés au prochain conseil communautaire pour couvrir l'aspect apprendre à faire. Ce sont les 2 grosses mesures qui ont été prises très rapidement. Et il y en a une 3e qui est en train de poindre, c'est on a un élément mobile sur la communauté de communes qui s'appelle le PAVA, qui est un élément qui permet l'aide aux associations sur le territoire, qui va être un peu détourné de sa forme pour pouvoir amener une sorte de tiers-lieu mobile, pour amener les conseillers numériques au plus proche des habitants, le territoire étant quand même relativement vaste. Problème de mobilité notamment? La mobilité n'est pas vraiment développée en Val de Saintonge, ça pose un réel problème sur le territoire. Donc il faut qu'on puisse aller au plus proche des gens pour amener l'aide dont ils ont besoin. D'accord. Merci beaucoup Hubert. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Florent, justement, pour, je pense que quelques éléments de votre territoire feront écho à ce que vient de dire Hubert. Et donc, vous demandez, pareil, nous dresser un rapide portrait de votre territoire pour que l'audience puisse un petit peu cerner quel est quel est le territoire sur lequel et avec lequel vous travaillez, et également d'aborder les constats, les éléments que vous avez pu observer, qui ont aussi pu être remontés, qui vous ont conduit, vous et votre collectivité, à entamer une démarche d'inclusion numérique. Donc oui, bonjour à tous, Florent Gallardo, je travaille donc au département de la Charente. Donc quelques éléments de contexte, le département de la Charente, c'est 350 000 habitants, un territoire relativement rural avec 2 pôles urbains qui sont situés à Angoulême. Angoulême représente à peu près la moitié des habitants de la Charente, et un autre pôle également en fait sur le secteur de Cognac, mais globalement un territoire très rural. On estime à grosso modo 70 000 personnes en situation de précarité numérique. Ces chiffres sont certainement sous-évalués du fait du contexte de l'extrême ruralité en fait de notre territoire. Donc c'est possible qu'il y en ait un peu plus. Donc quelles sont les actions qu'on mène actuellement au niveau du département de la Charente? Plusieurs. Peut-être avant les actions, justement, parler des constats, ce qui vous a amené, vos élus justement, et vous à vous mobiliser sur le sujet. Donc la démarche d'inclusion numérique a été travaillée dès 2015 avec l'arrivée du nouvel exécutif, et ça a vraiment été un choix politique de mettre l'emploi au cœur même des politiques d'insertion et notamment des politiques solidaires. Et pour permettre aux personnes en situation de précarité de retrouver un emploi rapidement, l'idée c'est de travailler sur 2 leviers, notamment la mobilité et le numérique. Donc dès 2016, il y a eu un état des lieux qui a été mené en Charente pour savoir quelle était l'offre existante que proposaient déjà en fait certaines structures qui étaient basées sur le territoire charentais. Et suite à ce constat, il y a donc une action qui a été menée autour de la thématique de l'emploi. L'idée, c'était en fait permettre par les outils du numérique aux allocataires du RSA, et particulièrement les auto-entrepreneurs, de retrouver une activité par les outils numériques. Donc, on a été amené à rencontrer une multitude en fait de personnes en situation de précarité. 3000 allocataires du RSA ont donc été rencontrés. Et effectivement, le constat qui a été fait, c'est que la principale difficulté qu'on a constaté, c'est que les usagers avaient non pas des difficultés à accéder à l'emploi par le biais du numérique, mais c'était avant tout d'accéder à leurs droits. Et d'où, du fait de ce constat-là, il y a donc eu une réorientation qui a été faite et opérée, et on a mené une action qui a été après par la suite un peu plus orientée autour de l'accès aux droits. Donc, concomitamment aussi, en 2017, un choix également de nos élus
a été de créer en fait une instance départementale qui s'appelle l'Assemblée départementale des solidarités. Et cette assemblée en fait avait pour objectif de regrouper l'ensemble des partenaires de l'insertion pour traiter sur différentes thématiques que pouvait être l'emploi, la mobilité et notamment le numérique. Et c'est vrai que c'était assez novateur dans le sens où en fait aucune instance départementale avait pour objectif en fait de traiter de la thématique du numérique. Donc elle a tout de suite fonctionné. En fait, les différents partenaires ont tout de suite trouvé leur compte et ces partenaires sont les suivants. C'est des partenaires du privé, du monde associatif et des partenaires publics. Donc, il y a des institutionnels, les services de l'État, il y avait également Pôle emploi, la CAF, la MSA, des centres sociaux, le secteur de l'insertion par l'activité économique, des entreprises aussi, notamment des entreprises adaptées. Et l'idée, c'était de travailler en fait sur ces problèmes du numérique et de savoir en fait quels étaient les problèmes que rencontrait chacun de ces professionnels et surtout quels pouvaient être notamment les leviers qu'on pouvait mettre en place de façon commune à essayer de répondre à cette question de la précarité numérique de façon commune. Et donc justement de cette volonté politique, de ce constat de terrain aussi, et de cette instance partenariale, qu'est-ce qui est ressorti finalement comme action? Alors plusieurs actions ont été mises en place qui ont été donc travaillées, je vous dis, dans le cadre de l'Assemblée des développeurs des solidarités, l'ADS. Et la première, c'était de pouvoir cartographier en fait le territoire, savoir déjà ce qui se faisait en fait en Charente et s'appuyer notamment sur les forces vives locales. Une fois cette cartographie opérée, l'idée c'était avant tout de faire monter en compétence notamment les professionnels de l'accueil et de l'accompagnement qui sont confrontés notamment à des publics en situation de précarité numérique. Par la suite, une fois qu'on a mis en place cette formation, l'idée après, c'était de structurer une offre de services. Et les particularités du département de la Charente, ça a été de s'appuyer notamment sur les centres sociaux qui avaient notamment la compétence pour accueillir des publics en situation de précarité. Et on a estimé que c'était plus facile de les faire monter en compétence sur le volet numérique que faire monter une structure qui a des compétences dans le numérique à les faire monter sur l'accompagnement social et socio-professionnel. Et par la suite, on s'appuyait aussi sur des dispositifs nationaux, tels que le pass numérique, après par la suite, pour faire monter en compétences notamment nos usagers. Et là, actuellement, en fait, c'est tout récent. Depuis le mois de mai, on travaille notamment à une filière de reconditionnement de matériel informatique qui a pour objectif notamment d'équiper par la suite les publics précaires. Très bien, merci beaucoup Florent. Merci Florent. Hubert. Clément, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu d'autres exemples d'alliances territoriales en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, merci beaucoup Laurine, parce que en effet, donc aujourd'hui nous avons seulement 2 témoins entre guillemets territoriaux sur le plateau. On aurait aimé en avoir 10, 12, mais au-delà de contraintes techniques et spatiales, ça aurait été aussi très long. Donc je vais me permettre de faire un résumé et également de donner à voir aussi les démarches qui peuvent être mises en œuvre sur d'autres territoires, revenir aussi un petit peu plus longuement sur l'exemple de la Charente-Maritime. Voilà, pour vous, encore une fois, vous donner à voir, alors sachant que les présentations vous seront envoyées, me semble-t-il. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pourrez revenir sur ces présentations et bien sûr, nous contacter. Donc, commencez bien évidemment par l'exemple des Pyrénées-Atlantiques. Je dis bien évidemment car le département des Pyrénées-Atlantiques en fait a entamé depuis le conseil départemental ainsi que le syndicat mixte, la FIP 64, ont entamé depuis maintenant 4 ans une démarche d'inclusion numérique structurée et structurante, avec l'appui aussi d'une association comme We Take Care qui les a aidés aussi à définir ce projet, et donc qui s'appuie justement sur l'impulsion d'un syndicat mixte, qui est donc la Fibre 64, qui mutualise à la fois le déploiement de la fibre et des services informatiques à destination des collectivités locales, et qui s'appuie en fait sur qui s'appuie notamment sur quatre axes, à la fois apporter de l'ingénierie au territoire. Donc après avoir justement eux-mêmes expérimenté une démarche de réseau d'inclusion numérique territoriaux, ils l'essaiment, en tout cas ils sont en plein essaimage de cette démarche à l'échelle d'autres EPCI. Ils souhaitent également associer, donc, comme on l'a vu et comme l'a expliqué Pierre en début de conférence, la question de l'e-administration change le rapport de nombreux citoyens et citoyennes
au numérique. Et donc, à cet égard, la responsabilité, le rôle des opérateurs de services publics est important. Donc, c'est un facteur clé, en tout cas, de les avoir alors si ce n'est dans la gouvernance, en tout cas dans les actions. Et donc, la Fibre 64 mobilise justement à cet égard des organismes comme la CAF ou encore le Pôle emploi et d'autres, justement, afin que ceux-ci s'associent, et notamment au niveau territorial, pour expliquer aussi aux professionnels quels sont leurs métiers, quels sont leurs services, quels sont leurs services numériques. Également, donc, comme je disais, de la mise en place de réseaux locaux d'acteurs. On l'a évoqué tout à l'heure, le sujet d'aller vers, d'être au plus proche des citoyens, c'est quelque chose d'assez clé, de savoir qui fait quoi pour bien ou mieux orienter les citoyens. Et donc, ils mettent en œuvre des réseaux d'inclusion qui, à l'échelle de territoires de solidarité, réunissent à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, dont des acteurs sociaux ou encore des acteurs associatif. Et enfin, en tant que syndicat mixte, dont un des rôles à la même, comme Soluris d'ailleurs, est de mutualiser justement des services entre différentes collectivités. Donc, ils mutualisent notamment un service de médiation numérique itinérant, aussi une cartographie et bientôt également des conseillers numériques. Revenir aussi sur l'exemple de la Charente-Maritime qui associe qui en tout cas a mis en place une collaboration dans le cadre de divers projets, comme une cartographie, comme l'organisation de l'événement numérique en commun en octobre dernier à La Rochelle, qui travaillent également en commun sur des chartes et référentiels de compétences, ou encore qui vont réfléchir ensemble au déploiement de passes numériques. Et donc cette collaboration entre un syndicat mixte, entre en fait plusieurs échelons d'action, on va dire, à la fois un échelon régional comme UBIC, un échelon départemental avec le conseil départemental, un échelon aussi départemental, mais peut-être plus opérationnel comme le syndicat mixte Soluris, qui va pouvoir amener des solutions, je le disais justement, plus opérationnelles, et également un EPCI, un acteur de terrain comme Net Solidaire, qui est porté par la régie de quartier Diagonale. Enfin, un dernier exemple sur le territoire, c'est le Lot-et-Garonne qui a, en septembre 2020, signé une convention multipartenariale. Et donc, en fait, tout n'a pas commencé en septembre 2020. C'est surtout l'aboutissement d'une démarche qui, justement, associait alors là, un nombre de parties prenantes très large. Je parlais tout à l'heure des opérateurs de services publics. On a aussi parlé, j'avais oublié de parler des acteurs de l'emploi. J'avais cité Pôle emploi, mais pas forcément les missions locales. Et donc, qui là également vont travailler en commun sur différents chantiers structurants. Et donc, on parlait tout à l'heure de référentiels, de documents d'accompagnement, de questionnaires d'évaluation, de diffusion de passes numériques, mais également d'animation d'ateliers, justement, chaque semaine. C'est les jeudis de l'inclusion numérique, c'est très intéressant. Vous pourrez retrouver sur le lien que j'ai mis, vous pourrez retrouver cette saison de webinaires qui aborde donc des thématiques liées à l'inclusion numérique, liées à l'e-administration et aux différentes actualités des partenaires qui sont constitués. Et comme je vous le disais, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres démarches, que ce soit le réseau d'inclusion numérique des Landes, qui est déjà constitué, et là aussi essaie de travailler à l'échelle du département et en collaboration avec de nombreux acteurs, les questions d'inclusion numérique, avec là aussi un axe sur la cybersécurité qui vraiment ressort de plus en plus, tant au niveau des citoyens que des professionnels aussi, et notamment de l'action sociale, comme un axe majeur finalement des questions d'inclusion numérique. J'aurais pu parler également de la Haute-Vienne, qui également en tout cas anime depuis peu un réseau d'inclusion numérique, ou encore le département de la Vienne, qui a l'occasion qui a déjà mené une démarche de cartographie, et qui, à l'occasion de l'installation des conseillers numériques, renforce justement la coopération entre EPCI, département, et également, là aussi, un syndicat mixte. On peut aussi penser à plusieurs autres EPCI, et je ne pouvais pas passer non plus sur Bordeaux Métropole. Comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est vrai que la Gironde concentre un certain nombre d'initiatives inspirantes et intéressantes. Et donc Bordeaux Métropole qui là aussi a mis en place des actions de formation professionnelle à destination des acteurs sociaux pour que ces acteurs sociaux puissent mieux se positionner, mieux accueillir, orienter, accompagner leurs usagers sur les questions numériques,
et a aussi mené une démarche de cartographie et va bientôt voir l'arrivée d'autres projets, mais que ça, je réserve peut-être la primeur de ces annonces. Laurine, je te repasse la parole. Merci Clément pour ces différents exemples. Vous voyez à quel point les exemples de modes de faire coopération sur un territoire sur le numérique peuvent être tout à fait différentes et pour autant très efficaces. Je me retourne vers nos témoins pour avoir un peu votre retour d'expérience maintenant que vous nous avez expliqué un peu les portraits de vos territoires. Quels éléments vous pourriez donner, des éléments clés de réussite, de choses qui fonctionnent et que vous avez en tête pour nous partager? Hubert, par exemple. Alors le retour sur l'expérience est relativement limité puisque l'opération est engagée depuis assez peu de temps. Mais d'ores et déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses effectivement à prévoir en amont, qui sont par contre la cartographie du besoin et l'état de la fracture. Dans le milieu rural, tout le monde sait qu'il y a un problème, mais pour situer exactement qui est concerné, où est-ce qu'il faut agir, il faut vraiment faire une étude là-dessus pour pouvoir avoir une action cohérente et efficace. C'est une des premières choses. Et la deuxième chose, on a très vite constaté qu'il fallait qu'on emmène les élus locaux dans le projet et qu'on les sensibilise au fait que c'est un besoin et qu'il y a un certain nombre de choses à faire, comme par exemple, si je prends l'exemple de ma mairie, les gens viennent à la mairie spontanément pour régler tous leurs problèmes. La secrétaire de mairie n'est pas forcément formée, elle n'a pas forcément les capacités, donc soit pour le faire, ni pour orienter vers un dispositif existant. Donc il faut forcément bien informer les élus et les agents communaux pour pouvoir router les demandes vers des services autres, qui peuvent être les conseillers numériques, qui peuvent être les maisons France Service, ou éventuellement, lorsqu'on en a les moyens, le faire en local. C'est quelque chose qu'il faut prendre en amont. Donc la communauté de communes y travaille, la Soluris y travaille, et c'est une grosse partie du début du travail de sensibiliser les gens à tous les problèmes que ça comporte, et l'inclusion numérique, une chose dont on n'a pas parlé depuis le début. Un autre volet est le statut de l'aidant. En fait, il est très important que les gens se rendent compte que d'aider les gens oblige à avoir un statut qui permet de protéger les gens qui aident. Il y a une action qui est faite pour les gens, et il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas un acte gratuit. Donc il existe des dispositifs tels que Aidant Connect, et Soluris est en train de pousser les élus à être au courant de ce dispositif pour pouvoir prendre des dispositions par rapport à leurs agents et aussi par rapport donc aux aidants, puisque globalement c'est une chose que les gens n'avaient pas conscience. En fait, on se débrouillait chacun de son côté à essayer d'aider les gens, mais sans se rendre compte que réellement on engageait les gens derrière. Donc voilà un petit peu le retour de ce qu'on a fait. Et ensuite, une chose dont on n'a pas parlé non plus, est aussi la possibilité pour les écoles de bénéficier d'un pan du plan de relance au niveau de l'équipement. Il y a un gros effort qui a été fait au niveau du gouvernement pour avoir la DSIL et la DETR, tout à fait. Voilà. Et donc ça aussi permet aux gens d'équiper leurs écoles, donc qu'ils soient communales ou communautaires, avec du matériel neuf, récent, qui est aussi un pan de l'inclusion, puisque les enfants sont aussi, à mon avis, un vecteur qui va pousser les gens à s'intéresser au numérique. Et vous, Florent, qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs facteurs clés de réussite. Alors c'est vrai, même constat en fait que Hubert, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt en fait pour tirer des conclusions du fait du contexte un peu particulier qu'on a vécu ces derniers mois. Mais le principal levier en fait de réussite, c'est avant tout le partenariat. Et comme je vous expliquais auparavant, nous, on a eu la chance en Charente en fait d'avoir une assemblée qui permettait en fait de travailler collaborativement sur cette thématique de l'inclusion numérique, et qui dit collaborativement dit de permettre d'avoir un certain consensus quand des projets sont mis en place, des actions sont menées, et puis ça permet aussi d'activer aussi des leviers financiers.
Donc nous, en Charente aussi, on a un très bon partenariat avec la DDT, la direction départementale des territoires, un des services de la préfecture, notamment aussi sur la mise en œuvre du dispositif de conseiller numérique, où en fait, en binôme avec mon homologue de la DDT, on a travaillé à cette cartographie en fait et identification des besoins et puis sélection aussi des candidatures pouvant couvrir l'ensemble du territoire. Concernant aussi le dispositif de mise en œuvre des passes numériques, nous, on a fait appel aussi à une association spécifique en Charente qui s'appelle l'Espace numérique du Sud-Charente. Par chance, en Charente, nous, on a une force vive locale qui est très proactive sur cette thématique et puis qui est reconnue au niveau local et même au niveau national. Et donc, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur leur expertise pour nous aider, nous épauler, notamment dans le développement de cette action, puis même dans la structuration, la cartographie, l'identification aussi des structures en capacité de pouvoir faire, la montée en compétences une fois qu'elles étaient identifiées. Et le dernier point aussi de clé de réussite, c'est que je pense que pour travailler la thématique de l'inclusion numérique, il ne faut pas partir dans tous les sens et il faut peut-être au préalable travailler sur un ciblage spécifique, une typologie de public. Je pense que la médiation numérique, on n'y vient pas par passion. Maintenant, on le voit, c'est une réelle contrainte, c'est pas du confort. On a une obligation maintenant de savoir utiliser les outils numériques, notamment pour l'accès aux droits. Et dans ce cadre-là, on a besoin d'être accompagné. Et je pense que, en fait, on peut pas laisser les gens livrés à eux-mêmes, monter en compétences. Et qu'il faut vraiment un encadrement, un accompagnement. Et dans ce cadre-là, nous, on a fait le choix, quand on a délivré les passes numériques, de les remettre à des allocataires du RSA par le biais de leur référent unique. Et ce carnet numérique était remis lors de la contractualisation du contrat d'engagement réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un accompagnement et c'était inscrit comme objet de contrat, comme réel objectif pour leur permettre en fait de toucher l'allocation RSA. D'accord, donc un engagement. Ok. N'hésitez pas, Pierre, si vous voulez réagir à un moment ou à un autre, à vous manifester. C'est pas forcément une invitation, mais voilà, quand vous on avait aussi une petite question qui était en lien justement sur le rôle des collectivités locales et aussi qui va nous amener à notre seconde question sur, là, on a essayé d'identifier ensemble les éléments clés de succès. Quels sont aussi, à l'inverse, justement, avec le recul, bien sûr, dont vous bénéficiez, les difficultés que vous avez pu rencontrer? Parce que justement, au début du webinaire, on a une question dans le chat de Gilles Massini, justement, sur le rôle des collectifs, enfin, la limite du rôle des collectivités. Peut-être, est-ce qu'on peut la remettre, qu'on puisse la... Pardon, juste pour ne pas la détendre la question, entre guillemets. Je l'ai noté autrement. Hein. Ah bah, si tu mais je lui demandais parce qu'il y avait CL et du coup, je n'étais pas sûr. C'était collectivité locale. Donc, vous aviez compris, pas moi, l'acronyme. Ouais. Mais sur la question de la formation, en l'occurrence des agents en interne, et puis à partir de quand on estimait qu'ils étaient fracturés. Voilà, exactement. Il réussit à hacker le webinaire, Gilles. La question qui se pose souvent a posteriori, c'est celui des limites du périmètre de l'action des collectivités locales pour l'inclusion numérique, intégrer ou pas la formation des personnels de la collectivité, quid de la fracture des entreprises, et à partir de quand est-on considéré comme, entre guillemets, fracturé? Justement, de ce point de vue-là, de votre expérience en tant que collectivité locale, est-ce que vous êtes posé justement cette question sur la limite de votre périmètre d'action? Est-ce que vous dites, ça, on aimerait bien agir en faveur de tel public, en faveur sur tel champ d'activité, mais nos compétences ne nous le permettent pas? Alors, nous, en Charente, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on s'est posé la question avant même, en fait, de faire monter en compétence les usagers. Comme le précise Gilles, c'est peut-être faire monter en compétence les professionnels au préalable qui seront en situation d'accompagnement avec ces publics fragilisés. Et on a essayé en fait de travailler notamment à la montée en compétence de nos professionnels. Et la principale difficulté qu'on a eue, c'était avec le CNFPT, le fait que les formations qu'ils proposaient dans leur catalogue
ne correspondait pas en fait au souhait que nous on avait de monter en compétence de nos professionnels. Donc on a essayé de faire évoluer en fait leur catalogue de formation pour qu'il soit adaptable en fait à nos besoins, c'est-à-dire nous on souhaitait pas que les professionnels de l'accompagnement soient formés à de la médiation en tant que médiateurs numériques, mais qu'ils aient juste en fait les leviers à activer pour pouvoir réorienter les personnes et disons au moins conseiller à minima l'usager qui est en situation de précarité numérique. Or, il s'avère que dans le catalogue du CNFPT, il n'y a pas ce type de formation. Et la difficulté qu'on a eue, c'était de pouvoir obtenir des financements, notamment pour former nos collectivités locales. Pour le département de la Charente, on a été obligé, donc, comme levier, en fait, de prendre le coût de la formation sur nos fonds propres. Le souhait on souhaiterait élargir en fait cette action, notamment sur tout le département, à destination de toutes les collectivités, les petites mairies. Et là, pour le coup, en fait, c'est une réelle difficulté parce qu'elle a un coût, cette formation-là. Ces petites mairies, en fait, elles cotisent au niveau du CNFPT. Elles n'ont souvent pas les leviers, en fait, pour pouvoir former leurs professionnels. Et on en est là. Donc, il y a des négociations qui sont faites, je sais, par la NCT au niveau national pour essayer justement de mettre de l'huile dans les roulages. Mais actuellement, c'est pas très simple. Oui. D'accord. Et si on devait ajouter des limites que vous pouvez identifier, vous diriez quoi, les difficultés que vous avez pu rencontrer, hormis cela? Hubert, par exemple, vous qui démarrez cette démarche. On n'a pas du tout suivi ce schéma-là. On s'est appuyé sur des dispositifs existants dans un premier temps. Donc, je rappelle qu'on a un début de mandat qui est assez proche. Les conditions sanitaires ont fait qu'on n'a pas pu se réunir et on n'a pas pu travailler sainement et calmement. Donc, il y a eu un groupe de travail sur le numérique qui était monté en Val de Saintonge. À l'heure d'aujourd'hui, ils ne se sont pas encore réunis. Donc, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir déjà réfléchir où on va poser les limites. Donc, dans un premier temps, on s'est appuyé sur les dispositifs existants qu'on a déployés, avec un constat quand même très vite, c'est que les gens qui devaient s'occuper de l'inclusion numérique ne devaient pas être des informaticiens, mais plutôt des gens qui sont rodés à l'action sociale. Un des grands facteurs, à mon avis, de la réussite de l'inclusion, c'est la confiance que les gens vont mettre dans le dispositif. Et cette confiance ne pourra pas être apportée par de la technologie. Donc, il est très important de nouer un climat de confiance, surtout lorsqu'on parle d'administration, je pense principalement aux impôts. On est dans un territoire rural où les gens aiment bien garder pour eux un certain nombre d'informations et lorsqu'il faut commencer à exposer des aspects financiers, c'est assez compliqué. J'en prends pour témoin une association qui faisait de l'aide à domicile, qui avait proposé ça à ses adhérents, en fait, de pouvoir aider à faire les feuilles d'impôt. Et beaucoup des adhérents ont dit « mais vous n'y pensez pas, ça ne vous regarde pas ». Alors que c'est une très bonne expérience d'inclusion, puisque globalement c'est une porte d'entrée. Les impôts, tout le monde est obligé de les déclarer sur Internet et tout le monde n'a pas la capacité à le faire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la limite, je dirais qu'il n'y en a pas. On va aider un maximum de gens, on va essayer de sortir un maximum de gens. Donc tout à l'heure, j'ai vu passer vite fait une question à propos des entreprises. Pourquoi pas aussi prévoir un dispositif pour aider les entreprises à l'inclusion numérique. On ne va pas travailler tous azimuts, mais je pense qu'il n'y a pas de limite à se poser. Il faut aider le maximum de gens le plus rapidement possible pour essayer de sortir de la situation. Maintenant, je pars du constat que vous avez fait tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui resteront sur le bord de la route. On ne pourra pas emmener tout le monde dans le monde du numérique. Donc, il faudra trouver les solutions pour que ces gens-là aient des possibilités, malgré tout, d'accéder à ce monde-là. Pierre, vous avez un petit mot ou Un petit mot, du coup. Je vous vois osciller de la tête. Parce qu'il y a plein de choses, effectivement, en retour. Moi, ce que je retiens notamment, c'est votre idée et ça me semble très important de le souligner, de s'appuyer sur les ressources existantes, en fait, des acteurs locaux. Une fois qu'on a la stratégie, elle se fait pas simplement à votre niveau à vous. Après, il faut déployer des chaînes opérationnelles pour aller, en l'occurrence, jusqu'aux habitants, qui sont pas forcément des usagers de services publics. Ça peut être aussi des habitants, du côté centre social, etc. Et ça me semble vraiment important de le souligner. Quand on met en place quelque chose, quelles questions on se pose là? C'est-à-dire, c'est quoi nos ressources? Est-ce que Rose dit qu'on identifie des ressources numériques uniquement?
Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est souvent ce qu'on entend Miroir, ils disent bah oui, vous êtes bien sympa, mais nous, on n'a pas d'espace public numérique Sud-Charente, on ne connaît pas de médiateur numérique, il n'y en a pas là où on est. Mais de fait, vous avez pensé à vous appuyer sur un centre social. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on peut aussi se poser la question des acteurs qui interviennent auprès de certains publics, donc d'avoir une idée des publics auprès desquels on va intervenir, de s'appuyer sur ces acteurs-là, donc de former ces acteurs intermédiaires pour aller vers le numérique. Le numérique arrive à la fin là-dedans. Et pas, si on se dit quels sont les acteurs de la médiation numérique sur mon territoire, en premier lieu sur des territoires où il n'y a rien, on va avoir l'impression qu'on a tout à construire. Et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. En vrai. Il faut peut-être plutôt faire monter en compétences numériques des acteurs intermédiaires, pour qu'ils puissent accompagner leurs usagers, qui sont aussi des habitants, à certaines choses. Et du coup, on voit qu'en pensant comme ça, on répond déjà à la question des objectifs, parce qu'on a déjà des publics qui sont ciblés par les lieux auprès desquels on va. C'est un truc qu'on a vu très fortement là, sur les projets, nos recherches Lab Accès, et qui renvoie à une chose qui est assez connue, mais qu'on oublie, parce que dès qu'on parle de numérique, très souvent, on est un peu dans un espace magique. Pour le coup, les lieux attirent certains publics, ou en exclut d'autres. Les médiathèques, tout le monde ne va pas à la médiathèque. C'est le lieu où il y a le plus de médiation numérique, entre guillemets, sur le territoire à ce jour, avant l'arrivée des 4000 conseillers, c'est les médiathèques. Il y a des gens qui vont dans les médiathèques ou pas. Les lieux ont des publics, et si on s'appuie sur certains lieux, on va sélectionner de fait certains publics. Donc il faut juste en être conscient, c'est pas un mal en soi, mais ne pas se dire qu'on a des boîtes à tout faire, par principe. Alors, ça peut exister sur le papier, je suis très dubitatif d'un lieu, même une maison en France Service, elle va pas faire de la commande numérique ou du Fab Lab, voilà, qui est aussi de la médiation numérique et qui a un moyen d'intéresser des gens à ce que c'est que le numérique, qui est a priori plus sexy et plus efficace en termes pédagogiques que la déclaration d'impôt. Ça, on le sait, toutes les études le montrent. Alors, on le répète, mais ça paraît un truisme, mais ça va de soi. On apprend à partir de ces zones de plaisir et d'intérêt qu'on a. Et du coup, les démarches administratives ne sont pas très mobilisantes pour aller vers des outils numériques quand on ne les possède pas. Du coup, il y a une espèce de question, c'est comment on arrive à transformer cette obligation d'utiliser le numérique à cause de la dématérialisation en mobilisation, intéressement pour aller vers des outils numériques. Et c'est pas facile comme question, je vous garantis, parce que ça peut signifier que peut-être on s'appuie sur certains acteurs pour répondre aux besoins d'accompagnement aux démarches administratives, mais qu'on les renvoie vers d'autres pour apprendre le numérique. Il faut sauter de l'idée qu'on va faire apprendre le numérique aux gens à partir des démarches administratives. Je pense qu'on peut partir de cette hypothèse-là qui est quand même pas mal étayée scientifiquement. Et du coup, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des acteurs locaux et en l'occurrence, développer. Je suis un peu surpris de ce que vous me dites du CNFPT, mais en même temps, c'est assez, parce que pour le coup, cette offre existe et j'ai fait 3 ans de formation CNFPT sur la question. Mais du coup, c'est régionalisé, etc. Ce que ça signale très notablement, pour le coup, c'est le phénomène de rattrapage dans lequel on est là-dessus. C'est allé très vite, la démat, et on s'est rendu compte qu'il y avait des questions, des problèmes de fracture numérique ou d'éloignement du numérique avec la dématérialisation, alors que de fait, les outils numériques sont là. On a parlé d'inclusion numérique dans les textes sans parler de la fracture numérique depuis le milieu des années 90 quand même. On n'est pas très très en avance sur le sujet. Il y a des textes européens 2004-2005 sur l'inclusion numérique. Enfin voilà, il a fallu que les services publics dématérialisent pour qu'on se rende compte, même avant le Covid, tiens, effectivement, on a des usages numériques différenciés, etc. Juste pour finir là-dessus, voilà, on est dans un phénomène un peu de rattrapage qui fait qu'il y a peu de lieux de formation à ces questions-là. Les agents publics ne sont pas vraiment formés, les travailleurs sociaux ne sont pas formés parce que c'était pas demandé, et tout ça est arrivé à partir du diagnostic des usagers qui avaient des difficultés. Mais il faut reconstruire toute la chaîne. Voilà. Juste très rapidement, la question de la confiance est fondamentale dans les apprentissages. Ouais. C'est vraiment les lieux, c'est aussi des liens de confiance. C'est ce que le collègue Benoît Valery appelle le tiers de confiance. C'est absolument indispensable pour embarquer dans un vrai apprentissage. Il faut des tiers de confiance. Et si vous deviez donner quelques conseils aux collectivités qui souhaitent s'engager sur l'inclusion numérique ou même qui sont hésitantes à s'engager, qui ne voient pas forcément une priorité là-dedans, vous leur donneriez quoi comme conseil? Florent, par exemple, si vous voulez commencer. Plusieurs conseils. Déjà, travailler sur le partenariat. En fait, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau du numérique sur chacun des territoires, j'en suis convaincu. Mais l'idée, c'est que chacun ne fasse pas de son côté et qu'il y ait plutôt une mutualisation en fait, des ressources avec une idée de travailler ensemble sur les mêmes problématiques, quelle que soit la typologie de public. De toute façon, les problèmes sont similaires, quel que soit le problème de l'usager. Après,
peut-être aussi s'appuyer aussi sur les forces vives du territoire, hein, comme le disait Pierre. Moi, je suis convaincu que sur chacun des territoires, il y a des gens qui font de l'inclusion numérique. Donc, peut-être s'appuyer aussi sur leur expertise. Si tel n'était pas le cas, peut-être aussi s'appuyer sur des réseaux anti-publics aussi, qui a pour mission aussi d'intervenir sur les territoires en soutien. Nous, on a eu la chance en fait d'avoir l'espace numérique du Sud-Charente, et ça, c'est vrai qu'on est des privilégiés, mais on fait aussi appel régulièrement à Ubique aussi pour un soutien. Et moi, je pense l'élément clé, je réinsiste là-dessus, c'est aussi le ciblage du public, c'est savoir pour qui on destine en fait notre action spécifique sur la thématique de l'inclusion numérique. L'idée de cibler, ça permettra aussi de mieux accompagner après par la suite et de mieux identifier en fait les professionnels qui pourront capter en fait les publics et les inciter notamment à monter en compétences. Et vous, Hubert, quelques conseils? Alors moi, honnêtement, je pense... démarrer en plus. Ouais, je pense pas que les gens n'aient pas envie de le faire. Ça peut arriver. Peut-être, je n'en connais pas. Alors, bon, ça va être un peu présomptueux, mais je vais donner 2 conseils, en fait, qui est donc de s'appuyer sur les structures existantes, que ce soit les réseaux ou les partenaires. Je sais que Soluris avec Ubique est quand même une longue histoire. Et de ne pas hésiter à faire appel à ces gens-là et d'essayer de mutualiser un maximum. Donc là, je vais parler un petit peu en dehors de mes casquettes, mais pour avoir travaillé sur beaucoup d'ateliers avec votre homologue en Charente-Maritime, Marianne Bonfils, on pense qu'il faut mettre les gens en réseau pour faire un retour d'expérience. C'est très important de pouvoir partager les expériences qu'on met en place, d'autant plus qu'on est tous très jeunes dans l'inclusion, donc on a beaucoup de choses qui remontent, et de pouvoir faire ce partage, c'est très important. C'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter aussi à faire appel à des instances supérieures, donc on va dire administratives, que ça soit au niveau de groupes de mairie, que ça soit dans des EPCI. On n'a pas forcément l'ingénierie possible pour pouvoir faire ces études, etc. Donc de ne pas hésiter à faire appel au département ou à la région, qui auront peut-être plus de possibilités de développer de l'ingénierie, ou sur du syndicat mixte. S'appuyer sur des supports, des relais. Voilà, Soluris le fait, on fait de la sensibilisation, ils font aussi des études d'opportunités d'action, il s'appelait jusqu'à du portage salarial, par exemple, pour les conseillers numériques. C'est assez compliqué de recruter quelqu'un, d'augmenter sa masse salariale lorsqu'on a une petite commune ou lorsqu'on a un petit EPCI. Ça représente quand même si on est aidé par le plan de relance, globalement, c'est compliqué. Donc, Soluris propose ce genre de solution, et je pense que c'est un des axes aussi de développement qu'il va falloir partager avec les gens, en expliquant qu'il y a peut-être des possibilités autres que de rester dans son coin et d'essayer de travailler effectivement à notre petite échelle, quoi. D'accord. Il y a juste aussi un autre levier qui me semble indispensable que j'ai oublié, mais c'est l'implication politique. Ouais. Nous, si ça a fonctionné en Charente, c'est avant tout parce que nos élus étaient convaincus de travailler sur cette thématique d'inclusion numérique dès le départ, dès l'arrivée, en fait, dès leur arrivée, le nouvel exécutif a souhaité traiter la thématique de l'inclusion numérique, et ils se sont pas trompés, parce qu'on voit que nous, les mises en œuvre charentaises suivent les préconisations qui sont faites maintenant actuellement au niveau national. Donc je pense que c'est vrai que d'avoir le soutien et une implication politique permettra d'accélérer par la suite la mise en œuvre d'une politique d'inclusion numérique sur les territoires. C'était le cas pour vous aussi, le soutien des élus? C'était quelque chose qui était pas acquis, mais du moins qui était facilité, ou ça a été un travail à faire? C'est un travail à faire qui est en train d'être mené, puisque c'est pas encore acquis, en fait. La sensibilisation des élus est un des facteurs sur lesquels on travaille maintenant. Comment aborder les gens et comment leur montrer que l'inclusion numérique est une chance et non pas une charge. Et c'est un long travail, et encore une fois, dans le milieu rural, c'est pas gagné, quoi. On n'a pas l'avantage d'avoir beaucoup d'associations qui nous aident comme dans le milieu urbain, et il faut presque aller taper à chaque porte pour aller parler d'homme à homme avec les élus.
Donc pour l'instant, c'est pas gagné. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de réticence, mais il y a un travail pédagogique à faire. Acculturation. Et de culturation, ouais. Okay. On est aussi là pour ça, pour participer à cette acculturation. C'est un peu l'objet aussi d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe aux questions du public, peut-être, Clément, si tu veux les relayer. Tout à fait. Et on en a. On va les prendre par ordre chronologique. On avait une toute première question. Une toute première question de Benoît Clément. Est-ce que la question de la visibilité des lieux d'accueil au numérique et l'abandon régulier des labels, comme les cyberbases ou les espaces publics numériques, qui, je le rappelle, étaient des labels mis en place par la Caisse des dépôts puis par l'État, est-ce que l'abandon de ces labels n'ont pas ralenti la visibilité des lieux et acteurs permettant l'aide aux usagers et l'apprentissage ? Je me tourne vers les intervenants. J'ai une petite opinion, mais je peux me tourner vers vous. Je veux bien apporter 2-3 éléments, même si je ne connais pas parfaitement toute l'histoire. Pour le coup, c'est même la politique publique d'inclusion numérique ou de médiation numérique qui n'était pas très constituée. Les labels sont un symptôme de ça. On pourrait aussi regarder quel était le statut. Hubert parlait tout à l'heure du statut de l'élan. Il y a une thèse qui a été soutenue sur la question, et pour le coup, les conseillers numériques vont un peu un aboutissement de tout ça, ou peut-être une sortie. Pour le coup, toutes les formules mises en place par l'État pour créer de la médiation numérique, on appelait ça des animateurs multimédia avant, et ça c'est depuis la fin des années 90, ça a été une succession de contrats aidés. Ce qui n'est pas une chose qui stabilise, et formalise et officialise une fonction ou une profession, pour le coup. C'est qu'on a eu une succession... Depuis les programmes Trace, les emplois jeunes, etc., c'était très axé politique de la ville pour le coup. Possibilité pour ces personnes-là, en l'occurrence, d'avoir une voie d'accès vers l'insertion, mais ce ne sont qu'une succession de contrats aidés. Et du coup, quand les contrats aidés s'arrêtent, il n'y a plus les personnes, en l'occurrence, dans les quartiers. La fonction de médiation numérique disparaît. La visibilité avec. Et donc le projet avec, et les labels, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de labellisation à un moment, en plus avec des effets de distribution territoriale très très différents. Là, il y a Cyberbase, mais aussi des cybercommunes en Bretagne, etc. Donc ça a été à certains endroits, ça crée de la culture historique, parce que très clairement, je connais des toutes petites, des communes de 800 habitants en Bretagne où il y a en l'occurrence qui était une cybercommune, et où en fait il y a une cyberbase dans la médiathèque avec des tas d'ordinateurs de la réalité virtuelle et autres, et ça vient de cet état-là. Et du coup, ça crée plutôt de l'hétérogénéité. Et globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de politique publique de l'inclusion numérique, parce qu'il n'y a pas eu de politique de lutte contre la fracture numérique très constituée. Et justement, ça fait le lien avec une des premières questions qu'on avait de Gérald Delbaz, qui peine à s'afficher. La question, non pas Gérald Delbaz. De mémoire, sa question, c'était comment on rend les démarches soutenables de manière générale, les chaînes de valeur de ces démarches. Il l'a tourné comme ça de mémoire. et qui en plus évoquait en effet donc l'idée de ne pas reproduire les cyberbases, les emplois jeunes, les services civiques. Donc bien joué, on est exactement dans le thème. Et justement, pas seulement quand on a une mobilisation de collectivité. Donc bon, après c'est une question qui est très large, justement, sur la question de la soutenabilité. Et c'est vrai que le plan de relance avec les conseils numériques pose également cette question, puisque il faut bien sûr saluer cette initiative, mais c'est vrai que c'est sur 2 ans. Donc c'est l'idée de donner une impulsion, et comment est-ce que cette impulsion va pouvoir finalement créer une certaine forme de soutenabilité sur certains territoires. On résoudra peut-être pas la question ce soir. Pour donner écho, en l'occurrence, c'est ce que disait Hubert, c'est que les collectivités qui s'emparent réellement de la question doivent se poser la question de la pérennisation des postes. Parce qu'autrement, elles ont l'impression qu'elles font à moitié les choses. C'est-à-dire, elles se saisissent d'une opportunité, d'une manne de l'État là pour enclencher quelque chose. Sauf que sur les territoires après, au bout de 18 mois ou 24 mois, les problèmes vont demeurer. Et ceux qui en ont conscience, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment intéressés à la question, ils savent très bien que l'action numérique ne va pas être résolue dans 18 mois ou 24. Mais par contre, ils sont astreints, notamment par des contrats d'État envers les agglomérations, mais ça doit être aussi le cas pour les EPCI, à une non-augmentation, enfin un endettement à 3 points. Et sur la masse salariale, de budgéter en l'occurrence des équivalents temps plein, ça pose des vraies questions financières. Donc là, c'est pas simplement de la sensibilisation des élus, ça devient des choix dans les politiques. Et c'est là que c'est compliqué, avec quelque chose qui est très contradictoire, effectivement, et qui, pour le coup, par rapport à ce que dit Gérald, ça veut dire que ça doit réellement devenir une politique publique locale affirmée. Ça peut pas être quelque chose de périphérique, parce que vu les budgets contraints des collectivités, ça suppose d'ouvrir des postes si on veut s'en occuper réellement et sortir en l'occurrence de la succession. Après, il y a un autre endroit où intervenir pour le coup, c'est peut-être
Et c'est la question de la montée en compétence des agents publics, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours là, sur qui on s'appuie à quel moment. Je veux dire, si les aidants, d'une manière générale, sont équipés, alors sachant qu'il faut continuer de se former en permanence, on n'arrête pas d'être déconnecté, c'est une chose que j'ai pas dit dans mon introduction, mais on n'est pas connecté ou pas connecté. En l'occurrence, on passe son temps à être obligé de réapprendre. Nous, plus on a d'usage numérique, plus on déconnecte tout le temps, parce que les usages numériques sont en évolution permanente, etc. Mais si on se dit qu'on fait monter, et moi c'était l'une des hypothèses que je soutenais, il est peut-être plus intéressant de faire monter la majorité de la population en compétences numériques plutôt que d'accompagner ceux qui sont très éloignés. Parce que si tout le monde monte en compétences numériques, comme on sait que les aidants sont très souvent des proches, on a plus de chances pour que par diffusion et tâche d'huile, localement, en l'occurrence, les personnes plus éloignées soient accompagnées par des acteurs intermédiaires. Alors en termes de politique publique, ça pose des questions, mais voilà, c'est aussi une chose qui pourrait être pensée. Peut-être aussi comme ça qu'il faut penser à se dire, comme vous disiez Hubert, et ça me semble extrêmement important, et c'est ce que je voulais dire sur la question du repérage et de la détection, les besoins vont s'exprimer à certains endroits. Il faut les repérer, ces besoins. C'est-à-dire, effectivement, le secrétariat de mairie est un endroit en milieu rural, c'est le premier endroit où on va. Les secrétaires de mairie, parfois c'est 2 demi-journées par semaine, elles n'ont pas été formées à ça. Il y a un enjeu à repérer que ces demandes arrivent là, et peut-être à former des secrétariats de mairie, parce que pour le coup, c'est pas de l'ETP, mais c'est du temps gagné. Pas forcément pour répondre à la question, mais pour être capable d'orienter là-dessus. Et ce qu'on remarque. Le CNFPT ne le propose pas. Alors, mais ça, il va falloir activer. Et pour le coup, CNFPT, il va falloir qu'il se bouge là-dessus, parce qu'il y a vraiment des contenus de formation qui existent là-dessus. Mais pour le coup, ça répond aussi à la question de la pérennisation. Et vraiment, une chose qu'on remarque, c'est la formation, la sensibilisation aux questions numériques de manière large est extrêmement importante, même si les acteurs ne répondent pas à la chose. Les postes de secrétariat, quelqu'un qui comprend les enjeux, il oriente bien. C'est très et il peut faire un diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il va monter un atelier avec la personne pour l'accompagner. Par contre, il comprend, il arrive à repérer les besoins numériques de la personne et à orienter de manière pertinente vers des acteurs qui seraient. Sachant que les secrétaires de mairie sont peut-être ils ou elles aussi en état de fracture numérique. Clairement. Parce qu'il y en a énormément à qui on a posé un poste informatique en lui demandant d'effectuer énormément de tâches sans formation sur le tas. Donc elles ont encore plus de mal à pouvoir diriger ou à détecter les gens. Par contre, une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est induit avec ce que vous disiez à propos des 2 ans, c'est que un autre conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'inclusion numérique, c'est de se laisser le temps d'évaluer le résultat. C'est pas une action qui va se dérouler à court terme, c'est-à-dire que le temps d'établir la confiance, le temps de commencer à avoir des actions, on ne verra le résultat qu'au bout d'un certain temps. Et souvent de fois, lorsqu'on met en place un dispositif, on se laisse pas le temps de pouvoir l'évaluer correctement. Et on finit par faire une question justement là-dessus sur l'évaluation. Est-ce qu'on a des exemples d'évaluation justement? Je me tourne vers tout à fait, ça fait lien. Pardon. Et je vois l'heure qui tourne. On va prendre 2 dernières questions, dont celle-ci justement. Pardon, Jorine. Non, mais elle est posée du coup sur des exemples. Là, vous grattez un endroit où ça fait mal parce que j'arrête pas de dire qu'il faut évaluer les dispositifs depuis bien longtemps. Mais pour le coup, ça renvoie aussi à ce que vous disiez avant Hubert, c'est que pour le coup, il y a assez peu de dispositifs qui se sont déployés. Sur les passes, on aimerait bien, mais du coup, la Covid a quand même beaucoup suspendu. C'est un endroit où on aurait pu avoir une évaluation a posteriori un peu, et puis c'est Ubi qui avait prévu de le faire, mais du coup, le Covid a tellement figé les choses que ça n'a pas beaucoup de sens là-dessus. Et à l'inverse, on a des territoires qui sont extrêmement avancés. Je pense à Brest, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont engagés sur ces questions-là, mais ils sont tellement atypiques que les conditions de transférabilité des choses sont... alors, ça note pas tout sens, mais ça rend le truc difficile. On n'a pas le réflexe d'évaluation des politiques publiques en France, de toute façon. Donc, alors, à noter qu'à Brest, il y a eu quand même un référentiel d'évaluation d'impact social de la médiation numérique, si je ne dis pas de bêtises, mais qui après est très contextuel. Hein, ça, voilà, je partage. C'est pour ça, c'est l'espèce de bon exemple. Pour le coup, Brest, Elisabeth et Michel Briand, etc., je les aime beaucoup, etc. Mais c'est quand on intervient avec Elisabeth dans le cadre du CNFPT, en l'occurrence à Roger, c'est toujours la question que je le renvoie de manière un peu provocative. Du coup, c'est quoi la transférabilité? Parce que tout le monde n'a pas un Michel Briand chez soi, qui est un élu qui s'est engagé là-dessus depuis très longtemps. Et effectivement, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait avec le temps, il y a 110 points d'accès public à Internet à Brest depuis déjà, je ne sais pas combien de temps, mais ça a été engagé au début des années 2000. Donc ça produit des effets partout. Ils ont très avancé là-dedans. Mais parfois c'est un peu écrasant en formation. Du coup, les acteurs locaux disent ah oui, mais comment vous voulez qu'on fasse, voilà. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre. Par contre, avoir le réflexe évaluatif quand on engage le dispositif, ça oui, c'est important. Et même être, vous, collectivité, par rapport à l'ANCT
inégalité par rapport à ce que vous mettez en place, il faut avoir cette exigence-là de pouvoir évaluer, ce qui suppose de se poser la question avant la fin du dispositif, parce qu'on évalue bien que quand on le pense au début. Et du coup, on a toujours cette question-là, est-ce qu'on a des exemples qui marchent, etc. On a peu d'exemples évalués dans le temps, mais on retombe sur quels sont les facteurs clés, c'est ceux que vous avez soulignés d'une manière générale. Une ultime question peut-être sur une source. Pierre, vous parliez de 80% de population qui ne dispose pas de toutes les compétences. Voilà. Donc là, on parle de compétences très avancées. Quelle est la vraie source? Mais si on rentre sur des trucs de chiffres, il y a pour publier plein de choses là-dessus. Ce à quoi je faisais référence, en plus le chiffre est peut-être pas très exact, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de ces questions d'usage ou d'électronisme ou autre. Je disais de mémoire, mais c'est peut-être faux, mais je vous le redirai. Si je me souviens bien, dans l'enquête électronisme INSEE 2019, pour le coup, qui a fait un tableau assez intéressant en distinguant l'électronisme, en l'occurrence, et puis au regard de 4 compétences qui sont celles qui ont été formalisées par Eurostat, parce que c'était dans le cadre d'une enquête internationale européenne, et de souvenirs, si on regarde ceux qui ont, il n'y a que 20% de la population qui a l'ensemble des 4 compétences numériques. La compétence de base étant l'une de ces compétences-là, en l'occurrence, mais si on se dit on veut que tout le monde ait l'ensemble de ces 4 compétences numériques en France, alors on a 80% des Français, chiffre à vérifier, à former. Très bien, merci Pierre. On est dans le timing. Juste pour finir, on vous redonne la parole pour une petite synthèse. Qu'est-ce que ça vous inspire, nos échanges de ce jour-là, de cette table ronde? Qu'est-ce que vous retenez, les points clés un petit peu, si on devait en donner 5, des points un peu importants? Très arbitrairement. Pourquoi 5? Alors, pourquoi 5? Je ne sais pas. Un rebond avant l'inspiration, parce que c'est un point extrêmement important, et j'ai vu que c'était dans le chat. L'école et les familles. C'est un très bon point d'entrée, les enfants, dans les familles. Comment vous dire? Il y a des publics qui sont très difficiles à atteindre, et on se rend compte sur des questions sociales, moi qui ai beaucoup bossé sur des questions de non-recours, que par l'école, par le scolaire, par l'AS scolaire ou par l'infirmière scolaire, on arrive sur des questions de santé, de qu'est-ce qui se passe dans la famille. Par les enfants, on arrive à mettre le pied dans la porte. Sur la question du numérique, je pense que c'est une voie d'accès qui est extrêmement importante. Pour le coup, grâce soit rendue au Covid, toutes choses égales par ailleurs, ça a signalé cette chose qui est en matière de dématérialisation et d'usage obligé, c'est qu'était l'éducation nationale. C'était un endroit qui était extrêmement sous-exploré, sous-éclairé, à dire les parents, maintenant, ils doivent être connectés. Enfin, si vous avez des enfants, vous le savez, et ça va du périscolaire jusqu'au Parcoursup. Mais la question n'était pas du tout posée par l'éducation nationale qui vous demande un mail et vous envoie ça. Les gamins sont connectés tout le temps et la continuité pédagogique l'a révélé. Et du coup, on voit bien et on sait bien qu'il y a des effets de reproduction très forts, des effets de reproduction sociale très forts des inégalités, parce que ce sont les familles les plus précaires qui ont plus de difficultés à accompagner leurs enfants, qui sont les moins connectés. Du coup, si on rend tout accessible en ligne, on leur donne d'autant moins de chances de pouvoir accompagner les enfants dans la scolarité. Et ça a des impacts sur la vie des gamins et des familles qui sont très forts. Tout ça pour dire que ce que je voyais de Monsieur Pérez à Angoulême, d'entrer par l'école, les enfants, je ne sais pas si c'était pour de l'équipement, je l'ai lu un peu vite, pour aller dans les familles, ça me paraît extrêmement intéressant, parce que c'est une voie d'entrée qu'on n'aura pas forcément ailleurs. Le centre social peut être une voie d'entrée par les loisirs des enfants dans les familles, mais il y a des tas de familles qui n'oseront pas dire qu'elles ont des problèmes et qui n'iront pas de manière... voilà. C'est toujours la question de la mobilisation et de la motivation. À propos des enfants, je pense que c'est des leviers de mobilisation des gens qui sont intéressants. Ça prend du sens de se dire qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là pour pouvoir accompagner son gamin dans ses démarches scolaires. C'est un facteur d'intéressement qui me paraît assez positif. Ça suppose de travailler avec l'éducation nationale. Alors quand c'est les écoles, c'est les municipalités. Non, mais voilà, ils ont beaucoup évolué là-dessus, etc. Mais c'est vraiment un endroit, se poser la question de l'entrée vraiment dans les familles. Ça, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est assez, ça peut être très fertile pour toucher certaines personnes. Quant à savoir ce que je retiens un peu de l'ensemble, parce que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, alors déjà, il y a confirmation des analyses qu'on peut. À partir de quand je vous écoute, on se rend compte, on se rend compte qu'il est possible de raisonner, ce qui fait plaisir. Quand les acteurs réfléchissent localement, c'est-à-dire quand ils agissent localement et qu'ils réfléchissent, on arrive aux mêmes conclusions que ce qu'on voit sur les autres territoires. Donc il y a pas de solution magique. Il faut juste se poser des questions et avancer pas à pas et se poser des questions. Et on voit que, ce que
que vous dites vraiment vient confirmer des choses qu'on voit par ailleurs et sont extrêmement pertinentes. Donc, bien sûr, il y a besoin d'aide. Je comprends qu'il y a besoin d'être aidé par ce que vous appelez des instances supérieures, donc de niveau de collectivité ou des experts. Mais se poser c'est un peu pour avoir un discours et qui a un discours très numérique. Do it yourself. Enfin, si on se pose les questions en avançant, mais en acceptant de se poser les questions, en ne s'illusionnant pas avec des choses toutes faites, des boîtes à idées, des trucs clés en main, et qu'on se pose les questions à partir de son territoire, pas à pas. En l'occurrence, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui a du sens. Parce que, comme vous le disiez, on ne peut pas tout faire, a priori. Il y a des moments où il y a besoin d'identifier certains publics. Il faut graduer les choses. Je pense qu'il faut y aller. En plus, il faut accepter de se tromper. Ouais. Il y a vraiment aussi des choses de culture un peu numérique de base, mais il faut essayer, identifier, et puis aller voir et s'appuyer et ne pas contourner les difficultés quand elles apparaissent. La difficulté, ça pourrait te dire, est-ce que réellement on va aller former les secrétariats de mairie? Ça peut paraître un peu une montagne, parce que là, le travail de mobilisation, il est peut-être plus difficile avec des secrétaires de mairie, parce qu'il faut passer par des élus, que par des centres sociaux qui ont un socle d'éducation populaire et qui peuvent difficilement... Alors, ils se sont posés la question pendant longtemps de savoir s'ils allaient sur cet aspect-là. Les réponses sont parfois un peu différentes sur les territoires. Maintenant, la Fédération nationale des centres sociaux, elle pose très fortement cette question-là. On ne peut pas travailler dans un bassin avec des habitants autour, avec un projet de centre social, sans se poser la question du rapport au numérique. Mais du coup, ça peut être plus compliqué d'aller mobiliser et motiver des secrétaires de mairie. Mais peut-être que c'est la bonne réponse. Enfin, voilà. C'est à tester. Voilà. Il faut tester. De tester et puis d'aller s'appuyer là sur de la ressource externe. Parce qu'en intéressant des secrétaires de mairie à ça, on fait le travail de mobilisation vers les outils numériques sur le bassin. Parce qu'on en parle. En plus, en milieu rural, il y a du bouche à oreille qui va très vite. Et je fais l'hypothèse qu'une secrétaire de mairie, pour le coup, puis pour l'avoir vu sur des territoires, qui est identifiée comme étant compétente numériquement, les gens font des kilomètres pour aller vers elle. Oui, tout à fait. En plus, ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire qu'on ne rend pas visible la demande d'aide. Alors ça, c'est un aspect milieu rural qui est important par rapport à l'urbain. La visibilisation de la demande d'aide est extrêmement coûteuse. C'est-à-dire qu'en milieu rural, la secrétaire de mairie, c'est souvent une cousine quand on est sur le territoire depuis longtemps, ou un cousin, mais c'est des choses tout le monde est extrêmement connu, et pour certaines demandes, c'est extrêmement problématique parce que c'est stigmatisant. Du coup, il faut que la demande d'aide numérique ne soit pas stigmatisante. Et là, il y a de la communication à faire aussi pour dire, c'est pas grave si vous savez pas faire, au contraire, voilà, avoir vraiment des signaux de positivation de ça, parce qu'en milieu urbain, on peut jouer de l'anonymat des structures. Ok. Belle synthèse. Merci Pierre pour cette synthèse. Et puis merci à vous deux témoins d'avoir participé et d'avoir échangé vos pratiques et vos expériences locales. Merci. On arrive à la fin de notre webinaire du jour. Nous vous remercions également. Il y a Christophe qui fait des gestes. Pas du tout. On vous remercie d'avoir participé. On n'a pas pu prendre toutes les questions malheureusement, mais on essaiera d'y répondre collectivement entre nous pour un futur compte rendu que vous aurez dès lundi. D'ailleurs, j'y viens. Dès lundi, vous aurez à disposition plusieurs ressources. Donc, le replay que vous aurez même d'ici quelques minutes quand on aura terminé cet événement. On vous le diffusera également à partir de lundi. Vous aurez des retours d'expérience vidéo que l'on a fait à La Rochelle notamment. On en parlait tout à l'heure. On a fait également une vidéo à Tulle que l'on vous diffusera. On vous enverra également la liste des participants à la session d'aujourd'hui si vous souhaitez prendre contact entre vous. On vous transmettra également les supports PowerPoint qui a été diffusé par Pierre et Clément. Et un article synthétisera tout ça autour de points clés en espérant d'être le plus synthétique possible. Voilà. C'est quoi notre prochain rendez-vous, Clément? Déjà, alors une sacrée livraison pour lundi. Et donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain groupe de travail. Donc, on a beaucoup évoqué la question de l'identification des publics, de comment aller vers. Et c'est exactement ce qu'on travaillera le 24 juin prochain. Donc, on vous donnera aussi le lien vers l'invitation. Donc, on vous invite à venir travailler ensemble avec nous sur ce sujet-là. Merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.